Bonjour à tous, bien que je n'ai pas le plaisir de vous connaître jusqu'à maintenant. Fabrice m'a proposé de parler de l'écologie du paysage. Et vous vous demandez peut-être pourquoi faire une écologie spéciale pour les paysages. L'idée nous en est venue avec Richard Foreman, euh, qui était prof à Harvard, donc en écologie des paysages, et qui vient de prendre sa retraite. Quand il était en séjour sabbatique, en année sabbatique à Montpellier, au laboratoire d'Amberger, le CEP. Et quand nous avons fait un petit peu de terrain ensemble, et puis ce qu'il a vu ce que nous faisions, où il y avait déjà pas mal d'informatique, de calcul dans nos activités. Alors que Amberger était un botaniste pur jus, un bouquin sur les plantes fossiles, sur etc., mais qui avait très vite compris l'importance de l'écologie. Donc avec Richard, nous nous sommes dit, quand on étudie une région où les milieux ne sont pas tous des milieux entre guillemets naturels, où l'homme a eu une influence importante, ne serait-ce qu'en créant des bâtiments, des voies de circulation. Comment devons-nous tenir compte de cette influence de l'homme dans notre échantillonnage pour étudier la végétation? Et la question ne semblait pas avoir de réponse très claire. Justement, doit-on se concentrer comme on le faisait à l'époque, surtout avec Braun-Blanquet? J'ai connu Braun-Blanquet, j'ai été avec lui sur le terrain, j'ai fait des observations dans la station de Montpellier, la Sigma, etc. Et donc j'avais été formé en phytosociologue au départ. Et ce problème du choix de l'emplacement où on fait les relevés et surtout de la surface sur laquelle on fait le relevé était en phytosociologie classique, donc réglé par la courbe R-espèce. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, les uns et les autres, la courbe R-espèce? Moi, je connais, mais pas sûr que tout le monde Justement, c'est soit. pour ça que je pose la question, et je n'entends pas de réponse. Certains connaissent. Oui, Certains connaissent. j'ai déjà, je connais ce concept et puis cette méthode, effectivement. Eh bien, c'est là qu'on commence à se poser la question. Je vais étudier la végétation, les animaux, ça vient après, d'une région, d'un territoire. Où dois-je placer mes relevés pour avoir une image de la végétation qui est sous nos yeux? Alors, un relevé, c'est l'observation de la liste des espèces présentes avec généralement un coefficient d'abondance-dominance pour dire il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Et selon l'étendue de la surface que l'on regarde, on a évidemment un nombre d'espèces de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on regarde un territoire plus grand. Et donc, quand vous allez sur le terrain pour faire un relevé de végétation, euh, vous vous arrêtez à un endroit, une station, et jusqu'où devez-vous aller pour avoir une image de la végétation qui est autour de vous? Vous allez prendre 10 mètres carrés, 100 mètres carrés, 3 hectares, 1 kilomètre carré, où s'arrêter? Alors, la tradition donc de Braun-Blanquet, qui est tout à fait judicieuse et simple, c'est de commencer à faire la liste des espèces sur une petite surface, et puis d'agrandir. D'habitude, on la double. On regarde combien il y a d'espèces nouvelles, puis on la quadruple, combien il y a d'espèces nouvelles, etc. Et on s'aperçoit que le nombre d'espèces nouvelles, quand on augmente la surface, euh, diminue progressivement. Quand on a vraiment observé
D'habitude, ça s'arrête à une vingtaine, une trentaine d'espèces, quelquefois moins, mais quelquefois un peu plus. Donc, on se dit, bah, ça y est, j'ai là la liste des espèces de la végétation que je veux étudier. Bon, on ajoute généralement un coefficient d'abondance-dominance pour dire, bah, il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Et on a dit, on arrive à ce moment-là, dans une écologie plus moderne, faire un calcul de biodiversité. Bien, c'est la méthode qui a été utilisée. Vous dites-moi si j'ai été assez explicite, couramment en phytosociologie. Est-ce que j'ai été compris? Oui, Ça va? Alors, la méthode fonctionne bien dans des milieux relativement stabilisés, parce que là, chacune des plantes, des espèces, a pu trouver sa place en concurrence avec les autres, de manière à ce que l'ensemble devienne à peu près équilibré. Bon, quand vous avez des milieux perturbés, en particulier par l'agriculture, ou par une foresterie un petit peu violente, ou par un pâturage là aussi un peu violent, ben, la répartition des espèces sur le terrain devient plus chaotique. Et c'est là qu'on commence à se dire que je vais prendre une comparaison qui est celle d'une tapisserie. Mettez-vous devant les yeux une tapisserie, par exemple, Judith coupant la tête d'Holoferne. Bon, vous avez donc dans cette tapisserie deux ou trois personnages. Il y a souvent la servante de Judith qui est présente aussi, qui constituent les motifs de la tapisserie. Et chacun des trois personnages a aussi une structure, une tête, le tronc et les quatre membres. On les voit pas tous les quatre, mais donc pour avoir une idée du, je vais employer le mot exprès, paysage décrit sur la tapisserie, vous êtes obligé d'analyser la structure à deux échelles. L'échelle principale qui est de dire il y a deux ou trois personnages, et c'est déjà une opération mentale assez complexe, qui peut se traiter en intelligence artificielle, mais bon. Et ensuite, de regarder la structure de chacune des trois têtes, de chacun des six bras, etc., pour pouvoir dire, ah ben voilà, ce que représente cette tapisserie. Transposer de la tapisserie à l'image d'un paysage vu depuis un avion, un satellite ou un drone. On a donc à travailler pour savoir quelle est la végétation, à identifier des motifs. Je préciserai ce qu'est un motif tout à l'heure. Aussi, je dis tout de suite, des éléments de paysage qui sont, par exemple, les têtes. La tête, c'est un élément de paysage. Pardon, c'est un oui, c'est un élément de paysage, mais qui a aussi une structure plus fine, puisqu'il y a les yeux, le nez, etc. Pour dire, quand je veux la végétation donc de ce territoire, j'ai un type de végétation qui est par exemple celui d'un village, l'équivalent donc de la tête. Le village, ben, il y a des voies de circulation, il y a des maisons, de même qu'une tête, mais tous les villages ont à peu près la même structure, bâtiments, jardins. Je vais comparer la tapisserie à un paysage de campagne dans lequel vous allez trouver des villages. Eh bien, les 3 ou 4 villages sont l'équivalent des visages qu'on a sur la tapisserie. Chaque village a une structure avec des voies de communication, des bâtiments, des espaces verts, etc.
Et on pourra donc dire, j'étudie la végétation des villages en tant que telle. Et c'est intéressant, par exemple, pour l'avifaune, on va avoir les oiseaux qui vivent dans les jardins des villages, par opposition à ceux qui vivent alors dans une ville, dans l'espace totalement construit, etc. Donc, je termine là-dessus. En écologie des paysages, on s'appuie sur l'hétérogénéité du tapis végétal pour faire son échantillonnage et avoir une image de la végétation. C'est la différence essentielle entre l'écologie des paysages et l'écologie des écosystèmes. Alors, quand il a défini les écosystèmes, je crois que c'est Wilson, non, bon, il a bien précisé que c'était indépendant de la surface. Et donc, qu'un écosystème, c'est aussi bien une bouse de vache que un champ cultivé ou que le lac Léman. Parce que l'écosystème est supposé homogène pour qu'on puisse y faire des mesures qui, partout, ont la même signification, puis ensuite on fait des analyses de variance, etc. Alors que nous venons de voir que le paysage est hétérogène et on va donc être obligé d'utiliser d'autres méthodes pour le connaître. On arrive à ce moment-là donc à définir ce qu'est un paysage pour pouvoir savoir de quel objet on va étudier. Et je vais vous donner la définition à laquelle on arrive, définition qui va être assez marquée par l'écologie des paysages telle qu'elle est pratiquée en France. De vieille tradition qui remonte à Louis XIV, l'étude des paysages s'est faite à partir des jardins de Versailles, dans l'école d'horticulture de Versailles, qui est très naturellement devenue la première école des paysages en France. Et puisqu'il s'agissait donc des paysages de Versailles, c'est donc bien de paysages artificialisés qu'il s'agissait, et c'est l'aspect esthétique des paysages, avec le nôtre, le jardinier de Louis XIV, qui avait conçu le parc de Versailles, le Grand Canal, le bassin de la Tonne, etc. Et donc, dans cet esprit parfaitement respectable et judicieux de l'école française des paysages, la perception du paysage et son esthétique est absolument prédominante, au point que certains disent que quand on n'a pas les territoires terrain vague pour lesquels le projet humain n'est pas perceptible, on ne peut pas dire c'est un beau paysage parce que on a fait telle et telle chose. On a mis des jardins, on a mis des statues dans le jardin, etc. Eh ben, c'est pas un paysage. Il y a la notion donc de non-paysage parce que personne ne s'y est intéressé, personne ne l'a conçu. C'est évidemment diamétralement opposé à la conception donc à laquelle je faisais allusion tout à l'heure du paysage en tant qu'objet scientifique sur lequel on va faire des mesures et des observations calibrées comme dans la méthode scientifique. Alors, donc, il fallait trouver une définition du paysage qui soit cohérente, qui tienne compte de l'aspect structurel, disons, scientifique, et de l'aspect sciences humaines, qui est celui de la perception et en particulier de l'esthétique. Et on est arrivé à la définition suivante, ce sera la fin du début de l'exposé. Un paysage est un territoire hétérogène, plus ou moins artificialisé, où l'observateur voit apparaître une structure répétitive, et c'est là qu'on rejoint la tapisserie, composée d'une matrice de tâches et de corridors, je vais préciser tout ça, perceptible à l'échelle du kilomètre. L'échelle à laquelle on fait les observations, c'est le problème de la courbe à espèces dont je parlais tout à l'heure.
Et cette structure conditionne un fonctionnement caractérisable à l'échelle décennale. L'ordre de grandeur de fonctionnement d'un paysage, en particulier en milieu cultivé, en agriculture, c'est pour voir comment ça peut avoir changé, c'est bien la dizaine d'années. Je précise, qu'est-ce que c'est que la matrice? Eh ben, c'est le fond de tableau. C'est pas forcément la partie de la tapisserie qui est la plus grande, mais c'est celle qui, d'une certaine manière, a engendré l'autre, à l'intérieur de laquelle donc se différencient des tâches. Chaque tâche alors est absolument homogène. Ce sera un jardin, enfin absolument homogène, absolument identifiable. On dira c'est un jardin, et je ferai mes relevés dans le jardin. C'est le quartier dans lequel il y a beaucoup de petites maisons, ou au contraire rien que des immeubles et pratiquement très peu de végétation. Bon, ça nous donne deux matrices différentes. Les tâches, ce sont ce qui est perceptible à partir à l'intérieur de la matrice. Donc, un, la cour d'un immeuble sera une tâche dans la partie très urbanisée. Le jardin sera une tâche dans un village. Et le corridor, c'est simplement les corridors, une tâche très allongée, qui a une double propriété, c'est que c'est un canal dans lequel les espèces vont pouvoir assez facilement se déplacer parce qu'elles trouvent un milieu homogène, mais c'est aussi une barrière pour ceux qui, les plantes ou les animaux, qui essayent de franchir le corridor. Et par exemple, en ce moment, je participe à une étude sur les corridors perceptibles dans la capitale des Émirats arabes unis, où on essaye de voir dans quelle mesure, puisque c'est au bord d'une lagune, avec un petit peu de mangrove encore, ben, y a-t-il des corridors dans lesquels les oiseaux, etc., etc. Et malheureusement, les méthodes utilisées par cette équipe-là sont pas bon. Enfin, mais je participe à la définition. Un paysage, c'est un territoire hétérogène, plus ou moins artificialisé, où l'observateur voit apparaître une structure répétitive composée d'une matrice de tâches et de corridors perceptibles à l'échelle du kilomètre. Et c'est important pour les applications, cette structure conditionne un fonctionnement caractérisable à l'échelle décennale. Donc, si vous voulez savoir quels sont les passereaux qui sont présents, eh bien, il faudra que donc, l'avifaune de votre paysage, j'ouvre une parenthèse là, pour tous les animaux, l'hétérogénéité du territoire où ils vivent est extrêmement importante, puisqu'ils ont besoin de s'alimenter, donc dans une partie du paysage où il y a de quoi manger. Ils ont besoin de se reposer, donc ils ont besoin d'abri, et ils ont besoin aussi de lieux pour se reproduire, en particulier, je pense à toutes les espèces qui font des nids ou des terriers, etc. Donc, vous voyez que dans cette définition du paysage, il est important de voir apparaître, comme je viens de le dire, l'aspect fonctionnel. Ben, écoutez, c'est parfaitement clair. On attend la suite avec impatience. Bon, ben, la suite, il me reste combien de temps? Écoutez, Il me reste un quart 20 d'heure. minutes, 20 minutes, voilà, un quart d'heure, 20 minutes. Non, mais un quart d'heure, ben, ça me suffirait, parce que maintenant, je crois avoir posé, donc avec votre accord, le début du travail possible. Et je continue. Donc, j'ai envoyé à Fabrice un petit papier de 8 pages sur lequel j'ai écrit tout ce que je vous raconte. Et donc, j'arrive maintenant à un petit point qui a pris de l'importance au cours des années. C'est l'aspect purement méthodologique, en particulier des calculs statistiques, puisque c'est pas seulement par mode, c'est nécessaire. Ça, je veux bien
dire pourquoi, si c'est une question que vous posez, de faire un peu de statistiques dans une étude comme dans toute étude écologique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire de la statistique? L'écologie fait partie des sciences expérimentales qui utilisent la méthode hypothético-déductive, fort bien définie par Francis Bacon en 1600 et quelques, qui dit que l'expression est devenue classique après, on va du fait au fait par la loi. On commence par des faits observés initiaux, prise de contact avec le terrain en l'occurrence. Si vous êtes dans un laboratoire pharmaceutique, ben vous prendrez contact, etc., avec des microbes, Donc, les observations initiales, c'est des relevés, pour prendre notre exemple. Et quand on aura fait un nombre de relevés suffisant, le minimum, c'est une trentaine. Assez souvent, pour la mémoire de maîtrise, c'est 200 ou 300. Et pour une thèse, c'est souvent plus. Donc, on part de relevés où on a, avec les méthodes que je viens de donner, caractérisé ces structures. J'ai là des jardins, là j'ai une forêt, là j'ai une haie, là j'ai un cours d'eau, etc. Et on aura donc des relevés de la végétation dans chacun de ces éléments de paysage. Voilà les observations initiales pour commencer son boulot. Après, dans la méthode hypodéductive, on essaye d'en tirer, en résumé, une loi, donc une règle, la manière dont cette structure est présente. Eh bien, dans le cours d'eau, j'aurai des plantes aquatiques qui sont les unes à la surface des eaux, les nymphéas, les nénuphars, les autres à l'intérieur, etc., etc. Et je pourrais dire, j'ai tant % de mes cours d'eau qui sont couverts de nénuphars, tant pour cent où je vais trouver de l'eau libre, la matrice, etc., etc. Et tout ça, je le fais avec des calculs qui vont me donner donc ce résultat chiffré de la structure. Et la structure, elle a aussi son orientation parce que souvent, tel élément sera, par exemple en forêt, au nord des lisières, ou etc. Voilà. Ça, c'est la loi, la règle, le résultat donc mental des observations. Mais comme on a mis en place de la statistique, on a une marge d'erreur plus ou moins grande. Et c'est là que on se dit, ah ben oui, je m'aperçois que j'avais pas mal de nénuphars, donc ça va, j'ai bien vu, mais j'avais trouvé simplement du myriophylle, une tache de myriophylle dans un coin. Ah, alors quel est le rôle du myriophylle? Est-ce que, dans le fond, il était là par accident ou est-ce qu'il fait partie de la structure, etc. Donc, à partir de l'interprétation structurelle, voilà la composition de ma végétation, statistiquement observée, eh bien, je suis conduit, et c'est ce que disait Francis Bacon, à redescendre, après cette phase ascendante qui est inductive, à redescendre et me dire si je voudrais voir si l'image que j'ai correspond bien à la réalité, et je vais retourner sur le terrain pour savoir si le myriophylle, je le retrouve encore, auquel cas il appartient à la structure, ou bien si vraiment c'était un détail imperceptible. Donc, à partir de cette définition, de cette méthode de travail, vous voyez qu'il y a une application des méthodes mathématiques, j'ai dit statistiques, il n'y a pas que ça, il y a aussi des modèles fonctionnels, etc., mais de méthodes d'interprétation des observations qui sont nécessaires pour pouvoir rédiger quelque chose, dire voilà ce que j'ai observé. Si vous avez simplement le paquet de la base de données, ben, personne ne pourra rien en tirer. Et c'est important dans la démarche qui va vous conduire à rechercher des observations sur le terrain complémentaires. Donc voilà une première conséquence méthodologique
de tout ce que je viens de dire. Donc je reviens sur ce qu'on a fait. Pourquoi une écologie des paysages? Parce que les territoires sont hétérogènes et qu'il faut analyser cette hétérogénéité à deux échelles. On arrive donc à une définition du paysage où la structure, donc style tapisserie, est importante. Et quand on veut étudier le paysage, on va être amené à tenir compte de cette structure pour faire un échantillonnage diversifié, adapté à la structure, faire une interprétation statistique qui tient compte de l'hétérogénéité, donc de la fréquence de chacune des espèces. Et c'est pour ça qu'avec Daget, on a intitulé ça, et il y a tout un bouquin là-dessus, l'analyse fréquentielle. Parce que l'analyse de ce genre d'hétérogénéité, avec des analyses de variance, c'est imparfait. Bon, mais là je n'ai pas le temps vraiment de donner le détail, mais les méthodes mathématiques pour étudier les paysages sont un peu différentes des, des méthodes classiques. Et j'arrive à la fin, donc, il faut que je reprenne, voilà, ici, une application particulière, c'est, oui, en tenant compte des deux échelles d'hétérogénéité, vous le verrez dans le papier, on est amené à faire une classification des paysages qui est fonctionnelle dans la mesure où les grandes classes de paysages, c'est à l'échelle des continents, les classes climatiques. Vous aurez les paysages méditerranéens, les paysages tropicaux, les paysages de climat équatorial, etc., les paysages tempérés. Ça, ce sont des classes. Et j'ai repris classe, ordre, Récoff, Gerville, le truc classique. À l'intérieur, donc je prends vous le verrez sur le petit papier, des paysages sous climat méditerranéen, eh bien, je vais avoir des subdivisions qui vont correspondre à des différences géomorphologiques. Donc, le premier ordre, classe ordre, c'est les paysages côtiers. Le second, c'est alors avec le second, c'est les paysages de plaine méditerranéenne. Le troisième, c'est les paysages de collines et de basse montagne. Évidemment, ce n'est pas les mêmes que les paysages de plaine, toujours ce climat méditerranéen, et les paysages des montagnes. Alors, à l'intérieur de chaque ordre de paysage, je vais prendre celui des montagnes méditerranéennes. Eh bien, on a encore des types de végétation différents, puisque à l'intérieur de cet ordre des paysages des montagnes méditerranéennes, vous avez la famille, classe ordre famille, des grandes vallées. Et je prends l'exemple de la vallée de la Tinée dans les Alpes. Une autre famille qui est celle des massifs centraux, souvent géologiquement sur le primaire, et puis une autre famille sur les périphéries des massifs centraux, parce que, etc., etc. Classe ordre famille, puis alors à l'intérieur des familles, il y a le type de paysage, eh bien ce seront par exemple, eh ben, je vais reprendre, je suis dans les grandes vallées, des paysages de montagnes méditerranéennes, eh bien le type de paysage urbain, ben, ce sera évidemment des villes correspondant à ce climat-là, etc. Mais j'aurai aussi des paysages de rivières. Les rivières des grandes vallées ne sont pas les mêmes que les rivières de plaine, etc. Et le type de paysage, c'est l'équivalent du genre, et puis l'équivalent de l'espèce, c'est le paysage individuel, etc. On a donc là un point de départ pour arriver à une carte des paysages, ce qui est comment dire, l'image, je reviens de la tapisserie, la plus complète qu'on puisse avoir de l'ensemble de la végétation d'un pays en y distinguant toutes ses variantes. En France, s'il y a des Français parmi vous, cette étude, cette typologie des paysages est absolument nécessaire pour constituer les trames vertes et bleues.
et j'ai eu l'occasion de regarder des trames vertes et bleues. Ceux qui sont en France savent un peu ce que c'est. Euh, et les cartes de paysage, les atlas de paysage faits par les départements, ben, il n'y a pas cette analyse dont je viens de vous parler, et c'est pratiquement ces atlas, c'est simplement des ensembles de cartes postales. On vous dit, voilà, j'ai un joli paysage de machin truc, il est vraiment très beau, on retrouve l'aspect esthétique, ou bien il est dégradé, entre guillemets. Alors qu'est-ce que c'est qu'un paysage dégradé, etc. Mais vous voyez qu'à partir des définitions du départ, des méthodes dont j'ai dit un mot, qui arrivent à cette carte des paysages, voilà l'objet de notre travail en écologie des paysages, qui trouve son application dès qu'on veut mettre en valeur. Je vais prendre un problème extrêmement important en Europe, c'est celui de la perte de diversité des oiseaux des terres cultivées. On dit de 20 à 40% des populations d'oiseaux ont diminué à cause de l'agriculture intensive, entre guillemets, productiviste, qui donne des kilomètres carrés, en tout cas des dizaines d'hectares, qui sont parfaitement homogènes avec un coup de glyphosate, etc. Si on veut retrouver la fertilité des sols, eh bien, il faut avoir étudié chacun de ces éléments de paysage dans son fonctionnement. J'ai terminé. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Et donc, nous allons passer aux questions. Alors, si vous permettez, merci Monsieur Gaudron pour cet exposé. Alors, en écoutant votre définition du paysage, j'ai pensé à l'éco-complexe qui avait été proposé par Patrick Oui, Blandin. parlons, parlons d'un. Alors, est-ce que ça s'inscrit là aussi Mais dans parfaitement, cette histoire de l'écologie des mais paysages? absolument. Alors, Et je vous réponds, alors, je connais bien juste un Patrick point, Blandin, oui. et je connais très bien Patrick Blandin, on a travaillé ensemble dans un master pour l'UNESCO, et avec Maxime Lamotte, qui était le président de notre comité de Oui. direction du laboratoire, ils ont défini l'éco-complexe. Alors là, euh, je suis absolument d'accord pour leur définition de l'éco-complexe, et c'est simplement le vocabulaire qui est différent. Enfin, c'est essentiellement le vocabulaire qui est différent. Ce qu'il appelle éco-complexe, je l'appelle paysage. Alors, ça a des inconvénients de prendre un mot banal pour un objet scientifique. Ça a des avantages de dire, ah, éco-complexe, parce que tout de suite, il dit, oh là là, c'est un truc nouveau, je vais essayer de regarder ce que c'est. Alors que quand je parle de paysage, ben, ça risque. Mais la notion d'éco-complexe est identique, dans sa définition, à la notion de paysage. La différence qui reste, et on en a reparlé avec Patrick Blandin il y a pas très longtemps, c'est que euh, les méthodes dont je vous ai parlé, qu'on a mises au point à Montpellier essentiellement, mais aussi avec des équipes étrangères, en particulier même jusqu'en Chine, jusqu'au Canada un petit peu, au Mexique, en Iran, les méthodes, en Algérie pas mal, euh, n'ont pas été mises en œuvre de la même manière pour les éco-complexes. Voilà. J'avais le sentiment que dans la définition d'éco-complexe, il y avait une plus forte intégration de tout ce qui était infrastructure humaine, et puis ça se voulait opératoire un petit peu comme voudrait le faire l'ingénierie écologique, quoi, pour intervenir peut-être de façon plus directe sur la structure du paysage. Mais je suis pas spécialiste Attendez, de la question, hein, c'est une réflexion, non, puisque non, mais je réponds à vos deux premiers. Votre deuxième point, c'est plus utile. Enfin, l'éco-complexe insiste beaucoup sur l'ingénierie, sur la mise en valeur. C'est exactement ce que je vous ai dit à la fin pour les corridors de la trame verte et bleue. Hmm. Vous, trame verte et bleue, ça vous dit quelque chose? Oui, Ben, oui, tout quand à je fait. vous dis, bon, eh bien, la recherche de ce que sont les corridors dans mon vocabulaire, c'est exactement ce que
et comment améliorer les corridors, ce que vous venez de dire sur l'ingénierie. Et le début de votre intervention était tenir compte de l'influence de l'homme. Je pense que même dès la définition, je vous ai parlé des milieux artificialisés. Artificialisé égale, revenons à Aristote, influence de l'homme. Donc, il n'y a aucune différence dans la le rôle de l'influence de l'homme. Je suis, comme pour l'éco-complexe, absolument pour intégrer l'influence de l'homme. J'en ai peut-être pas assez parlé au début, et absolument d'accord pour que ça nous conduise à de l'ingénierie, à des actions pratiques. Aucune, vraiment aucune différence. La seule différence, c'est les méthodes statistiques en particulier utilisées, pour lesquelles on a des exigences plus affinées que Blandin. Merci Je vais beaucoup. prendre un exemple. Les calculs de biodiversité, on a échangé avec Blandin. J'ai une batterie de 11 indices de biodiversité que j'ai envoyé à Blandin. Il m'a dit oui, bon, il n'est pas contre, mais oh, ses souvenirs de statistiques, m'a-t-il dit, ça revient à l'école, à l'époque où j'étais à Normal Sup. J'ai pas très bien ça en tête. Donc là, on a mis, je vous le disais tout à l'heure, sur le plan statistique, des méthodes particulièrement adaptées à ça, qui sont tests exacts de Fisher, etc. Merci. Voilà. Autre question. Alors, moi, j'en aurais peut-être une. Merci beaucoup, Monsieur Godron, pour l'exposé. J'ai appris beaucoup. C'était très intéressant. Vous avez mentionné au début la J'ai pas entendu votre Laurent question. Blanquet. On vous entend pas bien. Est-ce qu'il y a des problèmes avec ma connexion? Des fois, il y a un petit peu des blancs. Voilà. Bon, Mais je vais essayer de poser ma question de manière très concise. Ce serait quoi qu'est-ce que vous pourriez dire sur les continuités et les ruptures entre la phytosociologie et l'approche d'écologie des paysages que vous avez développée? OK. Continuité sur le fond, oui. Alors, je vais prendre un exemple particulier. Quand j'ai un paquet de relevés, la première chose que je fais avec les méthodes dont je vous parlais, c'est de chercher à voir les espèces qui vivent ensemble, avec des petits tests assez futés. Voir les espèces qui vivent ensemble parce qu'elles sont dans les mêmes conditions écologiques. Bon, eh bien, c'est de la sociologie. Alors, donc, j'ai repris dans ce qu'il y avait, je peux dire, de génial chez Braun-Blanquet, cet aspect sociologique de tenir compte des espèces qui vivent ensemble. Bon, la rupture, alors la rupture, elle est beaucoup plus une question de personne que d'autre chose. Et je l'ai vécu à Montpellier. Donc, l'équipe à laquelle je me suis joint n'a pas été très favorable à Braun-Blanquet. Elle a voulu faire une rupture. Et malheureusement, elle y est arrivée. Alors que là, c'est des questions d'ego, des questions historiques qui font qu'à telle réunion, il y en a un qui a dit que, puis que l'autre, et puis etc. Donc, il y a une discontinuité qui n'est pas fondamentale, puisque je vous dis que je reprends vraiment les idées de Blanquet, qui vient de ce que les phytosociologues français sont restés ancrés sur le prodrome des groupements végétaux, vous avez peut-être entendu l'expression, de Braun-Blanquet, 1930 et quelques. Et il continue à définir aujourd'hui les groupements végétaux qu'il voit, le groupement, donc c'est bien sociologique, en se référant au prodrome de 1935. Ce qu'on a fait au point de vue statistique en particulier montre bien que ce prodrome a été fait avec un échantillonnage des relevés qu'il avait,
mais qui n'est qu'une image datée et un peu partielle quand même. Il avait des centaines de relevés, mais et interprété un petit peu à la louche pour arriver à la classification en étome, étosobe, etc., à laquelle les phytosociologues français sont restés très attachés. Nous, et c'est pas par opposition à Braun-Blanquet, je vous disais, j'ai travaillé avec lui, je le respecte parfaitement. Hem et il y a même eu un colloque à Montpellier que j'avais organisé, donc quand je dirigeais le laboratoire, sur, je sais plus quoi, en écologie, bien sûr, et Forman y était venu. C'était à l'époque où Forman était là. Et on commençait donc à discuter écologie des paysages. Et j'avais invité Josias Braun-Blanquet à venir à ce colloque. Et il est venu au premier rang, mais il était sourd comme un pot, et c'est sa fille Mireille qui lui transmettait le message. Donc, j'ai fait passer un petit mot en disant à aux personnes qui étaient avec moi à la tribune, Monsieur Braun-Blanquet est arrivé pour qu'il le voie. Et donc Forman a gardé le petit mot qu'il avait. Bon, c'est pour dire qu'il y a vraiment aucune animosité de ma part quand je dis simplement, je regrette que les phytosociologues français n'aient pas bougé depuis 1935 pour définir, pour dire je suis dans tel groupement végétal. Alors que même Guy Nochet, que j'avais dans mon jury de thèse, avait trouvé que, etc., etc. Donc, oui, il y a une discontinuité là que je regrette. Je crois que je n'y ai jamais mis d'acrimonie, alors que j'ai eu des reproches. Mais comment tu es infidèle à Braun-Blanquet? Mais non, au contraire. Mais je reprends ces idées en les traitant traitant la végétation de manière un peu différente. J'ai répondu? Oui, merci beaucoup. Alors, vous vous attendiez sans doute pas à ce genre d'exposé? Euh, je, je- je- oui, oui, j'avais pas, je sais pas quoi répondre exactement. Oui, vous vous y attendiez pas, c'était pas non, mais je suis content que pour vous, ça soit un petit peu nouveau donc. Je craignais que Mais, vous me disiez: «Mais comment? Mais on connaît tout ça par cœur», mais non. Non, non, non. Autre question. Alors, si personne ne parlera, j'aurais une question, enfin j'en ai beaucoup, mais j'ai choisi parmi toutes celles que j'ai notées. Une question, lorsque vous évoquez la démarche hypothético-déductive, donc du fait au fait par la loi, je voudrais revenir sur la première étape, celle qui fait passer des données brutes à un premier modèle de Oui, répartition oui, 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 oui. avec des instruments Eh bien, statistiques. Voilà. c'est exactement Alors, ma question est la suivante. Euh, L'exemple que vous avez donné est une mise en ordre basée sur la répartition des espèces à un instant T, au moment où on les voit, c'est-à-dire un peu comme une photo. Et on sait qu'il y a d'autres écologues qui disent que la façon pertinente d'ordonner les observations n'est pas des observations toutes prises à un même moment, mais des observations faites diachroniquement dans le temps. On mmh. pense aux Américains, mais aussi Oui, 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 tout à fait. donc, n'y a-t-il pas un parti pris dans la manière de ranger les observations pour en faire un modèle, hein, lorsqu'on se présente cette répartition en un temps T, c'est-à-dire de manière statique? La question que vous posez rejoint une grosse, grosse discussion scientifique entre Amberger et Gaussen, qui étaient un peu concurrents, ils s'entendaient bien. Je me souviens d'avoir trouvé quelque chose dédicacé à l'ami Amberger.
Gaussen a mis l'accent, et c'était parfaitement justifié, à cette cinématique, c'est plus exact que dynamique, des observations diachroniques avec les séries de végétation. Amberger y était moins sensible. Mais nous étions donc à cette époque-là. Le moyen de concilier les deux points de vue, il est tout simple. Quand vous avez des relevés échelonnés diachroniquement, vous avez raison de le dire, sur plusieurs dates, eh bien, on va suivre en traitant les relevés de la première époque, de la seconde et de la troisième, et en regardant leurs différences. Et c'est là qu'on a une petite astuce statistique pour dire entre les observations faites en 1930 et celles faites en 1950, donc une deuxième série de relevés, aller du fait au fait par la loi, et puis une troisième et une quatrième, voilà quelles sont les espèces dont les fréquences ont changé. Il y a une petite formule que je ne peux pas expliquer là en 2 minutes, qui permet de dire la différence entre les fréquences du nénuphar entre les premières et les secondes ou les troisièmes observations a une probabilité de tant pour cent. Et donc, c'est vraiment le nénuphar qui a diminué ou augmenté. Mais cet aspect diachronique, j'en ai pas parlé, je reconnais. Il est absolument pris en compte par ces méthodes, donc, où les différences temporelles, tout comme les différences spatiales, pour dire quelles sont les différences de fréquence des espèces entre les champs cultivés en maïs et les champs cultivés en blé. Eh bien, c'est la même formule qui va nous dire, ah ben, des champs cultivés en maïs qui ont eu plus de glyphosate ou qui ont eu un machin, on y trouve nettement moins de telle ou telle espèce. Suite. Merci beaucoup pour ces informations très intéressantes et merci pour les questions qui ont été posées par les participants. Donc, je vous invite à nous suivre alors, je ne rappelle plus la date, je ne sais plus si quelqu'un a le prochain séminaire qui sera donc consacré à la biogéographie par Artemis Corneliu. On attend le titre. Le 12 avril. Merci, le 12 avril à 14h30. Eh bien, il me reste à vous souhaiter un bon après-midi, une bonne journée, selon la longitude. Oui, Monsieur Gaudron? Je terminerai en reposant une question que je vous ai posée lors de notre dernière conversation. J'ai donc mis noir sur blanc en 8 pages, pratiquement ce que je vous ai raconté. Je vous serai reconnaissant de le diffuser auprès de tous les participants pour que vous me disiez si ça peut donner une publication, si c'est suffisamment nouveau et structuré pour éventuellement être publié quelque part. Alors, à mon âge, je ne suis plus du tout branché sur les organes de publication, mais si c'est un peu nouveau, est-ce que vous verriez une revue où ça pourrait être accepté? Voilà. Merci et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bon, je vous contacterai pour des précisions sur le texte. Je vous contacterai D'accord, merci. Oui, oui, ça, puisque vous l'avez reçu, avant de le diffuser, vous m'envoyez les corrections à faire. Vous me dites ce qui n'est pas D'accord. clair, etc. Très bien. Mais merci Merci encore, hein. et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde.